Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de filles. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffée et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois Petroni Rostania. Petroni est une femme qui écrit des romans policiers à temps plein et édités chez Marabout. Après son école de commerce, son chemin professionnel semblait tout tracé, et puis en fait, non. Quand on est persévérante et insomniaque, cela peut mener à de grandes choses. Je vous laisse découvrir notre conversation sans tabou. Bonjour Petroni, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, déjà bonjour Anne-Laure. Donc je suis Petroni, donc j'ai 40 ans, je suis auteure de romans policiers maintenant et aussi parallèlement maman de 3 enfants, ce qui me prend pas mal de temps. Oui, j'imagine. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es devenue romancière? Alors j'allais dire c'est une longue histoire. C'était pas du tout une évidence pour moi de devenir écrivain parce qu'en effet j'ai commencé en faisant une école de commerce. Donc j'ai travaillé 5 ans, j'ai étudié 5 ans le marketing à l'ESCA à Angers. Et quand je suis sortie de l'école diplômée à 24 ans, j'avais une vision très particulière de ma vie professionnelle où je me disais voilà, tu vas rentrer dans une entreprise, tu vas commencer chef de projet. Tu vas commencer doucement. Tu feras ta carrière dans le marketing et à 40 ans, tu seras peut-être directrice marketing si tout se passe bien. Et donc j'avais une vision assez claire, assez précise de ma vie. Une bonne ligne droite qui se présentait à moi. Et donc je commence mon premier job dans les jeux vidéo à Lyon, chez Electronic Arts, en train de marketing. Donc je suis très contente. Et au bout d'un an de ce poste, j'ai mon mari, à l'époque mon jeune fiancé, qui rentre un soir et qui me dit, écoute, voilà, on me propose un poste en Chine, on doit partir dans 2 mois. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Et j'avoue qu'à partir de ce jour-là fatidique, ma vie professionnelle a été pas mal bouleversée, ainsi que ma vie personnelle. Et donc on s'est retrouvés expatriés en Chine pendant 4 ans, où j'ai en effet aussi accouché en parallèle de mon premier petit garçon. Et donc j'ai essayé de me débrouiller, moi, pour trouver quand même un job toujours en marketing à Shanghai, en sachant que je ne parlais pas chinois et que mon anglais était pas ce qu'il y avait de meilleur. Donc voilà, on va dire que j'ai essayé de me débrouiller, mais rapidement, j'ai réalisé qu'en effet, ça allait être un petit peu compliqué pour moi de me réaliser dans le marketing en étant un petit peu bourlinguée à droite à gauche. Et au final, en plus, le futur m'a donné raison parce que après 5 ans en Chine, on a été muté, mon mari a été muté 2 ans à Paris et ensuite rebelote 5 ans à Dubaï. D'accord. Et voilà. Donc au final, c'est vrai que j'avais en parallèle une petite frustration parce que si j'étais ravie en termes personnel en fait de partir un petit peu à droite à gauche à l'étranger, je trouvais qu'au niveau professionnel, c'est pas toujours évident, tu vois, de rebondir à droite à gauche dans des pays étrangers où je parlais pas spécialement la langue et d'être épanouie en sachant que je changeais de poste à peu près, tu vois, dans toutes ces années, à peu près tous les 2 ans. D'accord. Et voilà. Donc, en fait, je me suis dit, vu que tu risques de continuer peut-être à bouger encore pas mal à droite à gauche, ce serait bien que tu te lances dans un projet plus personnel et qui te suivrait un petit peu partout. Et en fait, j'ai commencé à écrire. Alors, pourquoi l'écriture? Ça a été un petit peu une évidence à l'époque. Disons que, c'est un petit peu comme tu dirais, ça fait des années que je rêve de faire de la guitare et tu n'as pas le temps. Là, je me suis dit, tiens, je commence à écrire parce que ça fait un petit moment que je commençais, que cette idée me trottait dans la tête. Et puis, j'ai commencé à écrire mon tout premier roman qui s'intitule La Fée Noire, mais pas du tout, tu vois, dans l'objectif de me dire que j'allais en faire un métier. C'était plutôt en mode loisir. Et puis, en fait, il a bien marché. J'ai été appelée par une petite maison d'édition à Paris qui m'a commandé la suite. D'accord. Et de fil en aiguille, de fil en aiguille, en fait, je suis venue, j'ai vraiment consacré ma vie, en fait, maintenant à l'écriture. Et j'ai complètement abandonné en parallèle le côté vie marketing. Voilà. Et pourquoi les romans policiers? Est-ce que ça t'a semblé une évidence dès le début ou tu t'es lancé en disant, tiens, je vais essayer d'écrire c'est un genre que tu aimais bien à la base? Alors, c'est vraiment un genre que j'affectionne énormément à la base. Donc, en effet, maintenant, aujourd'hui, je lis à peu près un livre par semaine et je ne lis que des romans policiers. Donc, ça fait à peu près, tu vois, 15 ans que je ne lis que des romans policiers. Et en fait, j'ai vraiment aimé la lecture, en fait, en découvrant ce genre.
de romans. Et donc, en effet, quand j'ai commencé à écrire, pour moi, écrire un roman policier, ça a été plus qu'une évidence. Tu vois, c'est là où j'étais à l'aise, c'était vraiment ce qui me plaisait, les enquêtes policières, le suspense, ce côté un peu page-turner où dès que tu lis un chapitre, tu as envie de lire le prochain chapitre. Et en fait, c'est ce qui me plaisait en tant que lectrice. Donc, quand j'ai commencé à vouloir me lancer un petit peu dans le métier, je me suis dit, c'est une évidence, tu vas écrire là-dedans. C'est là où tu seras le plus à l'aise. Et en effet, aujourd'hui, je changerai pas. Aujourd'hui, c'est vraiment là où je suis bien. D'accord. Tu ne te vois pas écrire autre chose un jour? En fait, on me pose souvent la question. Aujourd'hui, maintenant, ça fait quand même 6 romans que j'ai écrits au total. Donc, je commence à me sentir, on va dire, un petit peu plus à l'aise dans l'écriture, avoir plus confiance en moi, avoir moins le syndrome, de l'imposteur où je me dis que j'ai ma place dans ce milieu, ce qui n'était pas toujours le cas au départ. D'accord. Et donc, aujourd'hui, je pourrais commencer à me dire, oui, pourquoi pas, peut-être te lancer, quitter un peu ta zone de confort et peut-être écrire, tu vois, un roman pour adolescents ou voilà. Mais c'est pas encore vraiment une envie qui me titille à ce point-là. Pour le moment, je ressens pas encore un besoin viscéral de changer. Je suis encore très à l'aise, dans le policier, très heureuse d'être dedans. Et puis, je trouve qu'il y a encore tellement de choses à écrire, tellement de choses encore à faire que j'ai pas fini. J'ai pas fini encore. Explique-nous aussi, tu as été signée en fait chez Marabout. Enfin, je crois que c'est ta dernière maison d'édition. Oui, tout à fait. Je sais que tu as un agent et c'est encore un process qui est pas hyper développé en France, le fait d'avoir un agent littéraire, alors que c'est beaucoup plus le cas aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, qu'est-ce qui t'a fait justement prendre un agent et te dire, allez, ça va booster ma carrière littéraire? C'est exactement ça. En fait, si tu veux, quand j'ai commencé ma carrière littéraire, j'ai commencé à écrire 3 romans avec une petite maison d'édition à Paris qui s'appelait Incartade et qui était vraiment sympathique. Il n'y avait aucun problème en interne. Ils me laissaient vraiment une liberté totale dans mon écriture. J'avais un peu d'aide dans la correction. Après, j'ai ressenti quand même rapidement une limitation au niveau du marketing, de la distribution, ce qui est quand même un peu le nerf de la guerre dans le milieu, quoi. Si tu veux vendre, il faut quand même être pas mal distribué. Et j'ai quand même fait une école de commerce, donc j'ai quand même, tu vois, un petit peu des retours de ma vie d'avant qui revient. Et donc, il y avait une petite frustration à terme, au bout de 3 romans, de me dire, j'ai en effet une équipe éditoriale très sympathique et qui m'a permis de me développer dans ce milieu, mais il y avait un manque certain. Et après, j'ai commencé en parallèle à faire pas mal de salons, donc à rencontrer pas mal d'auteurs qui étaient quand même plus ou moins connus. Et à force de discuter avec eux, j'ai réalisé qu'en effet, la maison de l'édition, c'est quand même c'est quand même un milieu assez particulier. Tu peux y rentrer plus ou moins facilement, mais il y a quand même des codes. Et je me suis dit, en effet, toute seule, j'aurais peut-être du mal à toucher une maison d'édition parisienne assez importante. Et donc, j'ai pensé tout de suite à l'agent. Et c'est vrai qu'en France, quand j'ai commencé à vouloir me renseigner sur le rôle de l'agent, j'ai réalisé qu'en effet, c'était pas du tout une habitude pour un auteur français de se faire accompagner par un agent. Alors qu'en effet, tu vas aux États-Unis ou tu vas en Angleterre, tu as à peine fini de commencer à écrire ton premier roman que tu as déjà un agent qui t'a signé un contrat. D'accord. Donc, si tu veux, donc autant dans ces pays-là, c'est tout à fait normal et limite une aberration si tu n'en as pas. En France, je dirais que ça commence un petit peu à se développer, mais ça reste encore un petit peu frileux. D'accord. Et donc moi, en fait, j'ai vu vite, assez vite mes limites. Et je me suis dit, si tu vas avoir la chance d'être lu par une grande maison d'édition, si tu rentres toute seule par la petite porte, ça arrive, hein, donc il y en a qui y sont arrivés, mais c'est déjà plus compliqué. Et en fait, j'ai commencé à parler un petit peu autour de moi du fait que je cherchais un agent. La vie a fait qu'en fait, c'était assez simple. C'est un autre écrivain qui lui-même venait de signer avec cet agent qui m'a contacté, qui m'a dit que voilà, moi, je viens de signer avec un tel. Cette personne cherche encore d'autres écrivains. Si ça t'intéresse, je mets en contact avec lui. Et je l'ai rencontré, il a lu mes romans, il les a beaucoup aimés. Et à partir de là, tu vois, l'aventure a commencé. D'accord. Et c'est vrai que c'est vraiment lui qui m'a ouvert les portes aujourd'hui de la maison d'édition Marabout. Très franchement. Et donc, le fait d'être chez Marabout, comment ça se passe? Tu as un contrat qui fait que tu dois leur écrire, je sais pas, je dis n'importe quoi, 3 romans par an. Ils te gardent tant que ça marche, c'est en fonction des chiffres. Comment ça se passe? Oui. Alors, je pense on va dire, il y a un contrat implicite et un contrat explicite, tu vois, je pense. D'accord. En fait, le contrat explicite, c'est au départ, en tout cas avec Marabout, et c'est souvent un contrat assez commun, ils te signent pour 3 romans. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois leur présenter en exclusivité. Donc, tu n'as pas le droit de présenter ton manuscrit à d'autres maisons d'édition. Donc, les 3 prochains romans. Après, ils ont le droit et le choix de refuser ce roman. S'ils estiment que ton manuscrit n'est pas assez bien, ils ont le droit de le refuser. Après, souvent, quand ils ont commencé à te choisir, c'est qu'ils aiment ton style. Et c'est très rare qu'une maison d'édition qui a signé avec un auteur refuse le manuscrit. Après, il peut demander des corrections, mais souvent, tu vois, ils aiment l'auteur, son style, donc souvent, ils le suivent. Donc, moi, j'ai signé pour 3 romans avec Marabout, donc j'en ai déjà sorti 2. Ils ont le 3e manuscrit actuellement dans leurs mains, qu'ils sont en train de relire et on va rentrer dans une phase de correction.
Après, si tu veux, je pense que quand moi je le vis un peu comme ça, j'allais dire c'est un peu une relation d'amour avec une maison d'édition. Si tu veux, c'est un métier qui demande quand même quand tu écris, tu mets quand même tout ton âme sur la table. Là, c'est très personnel. Les liens sont quand même très affectifs avec ton directeur d'édition ou ta directrice d'édition. Et si tu veux, il faut que le fit marche. Il faut vraiment qu'il y ait un rôle de confiance, qu'il y ait vraiment une relation de confiance. Si la relation de confiance se casse un jour, je pense que tu peux plus rester dans la maison d'édition avec qui tu es. Donc, si tu veux, j'ai envie de te dire, le contrat, il se casse un petit peu naturellement si un jour, tu sens dans un sens comme dans l'autre que le fit n'est plus là. D'accord. Donc, c'est pour ça que t'as des auteurs qui vont rester 20 ans avec la même maison d'édition parce que ça se passe très bien. Ils sont très heureux en interne. Ils jouissent d'une liberté, tu vois, de manuscrit, qui leur est propre et donc pour hors de question ils vont répartir et puis t'en as qui à un moment partent parce que en fait voilà il y a pas la même alchimie, il y en a qui veulent aller plus vite que l'autre et donc voilà il y a un moment voilà si tu suis pas les mêmes chemins il y a un moment tu es obligé de te séparer. Mais bon après je pense que c'est un peu partout comme dans la vie professionnelle, tu vois, je pense qu'après pour moi c'est un peu pareil au final. Oui, bien sûr. Comment tu gagnes concrètement ta vie? Comment un auteur en fait gagne sa vie? Est-ce que tu es obligé de vendre des millions de livres pour vraiment en vivre? Est-ce qu'ils te font une avance? Je sais que ça peut être un peu tabou comme question, mais comment tu vis quand tu es auteur? Oui, c'est vrai, non, mais t'as raison. C'est vrai qu'on a toujours un peu du mal à parler argent dans ce milieu, mais non, moi, ça me dérange pas du tout. Alors aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, je ne gagne pas encore ma vie avec mes écrits, mais je ne désespère pas. Hein. Anne-Laure, ça viendra un jour. Oui, mais un jour, hein. Mais déjà, c'est super. Bravo pour ta franchise. Je trouve que c'est hyper important de le dire. Oui, oui. Et puis, tu sais, en fait, quand tu rencontres des auteurs, moi, je connais maintenant pas mal d'auteurs, donc j'ai une amplitude quand même de gens, donc j'en connais qui gagnent très bien leur vie. Donc, c'est quand même rassurant de savoir qu'à terme, tu peux y arriver. Après, il faut savoir, quoi, pour ceux qui nous écoutent, qu'à peu près 90% des écrivains aujourd'hui ont un travail en parallèle. Hein. D'accord. C'est-à-dire que la plupart de mes amis écrivains ont un métier, on va dire, qui les nourrit, et d'ailleurs dans lequel ils trouvent quand même une passion, hein, faut pas exagérer. Et ils écrivent en fait leur week-end, la nuit ou pendant leurs vacances scolaires, pendant les vacances, quoi. Ils ont vraiment deux vies parallèles. Moi, j'ai cette chance aujourd'hui de ne faire que d'être vraiment que écrivain, mais je ne gagne pas encore ma vie. Après, si tu veux, en gros. En moyenne, après c'est vraiment, je fais un truc rapide. En gros, tu te dis qu'un écrivain, quand tu achètes un roman 20 €, l'auteur touche à peu près 1 €, 1,50 € par livre. D'accord, ouais. Donc voilà, donc après, je te laisse faire tes calculs oui. pour savoir à partir de quand tu estimes qu'on peut vivre de sa plume. Mais en sachant que, au final, on peut y arriver quand même assez vite. Enfin, un peu de persévérance. Mais après, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme dans tous les métiers, créatifs ou pas, un peu de persévérance, un peu de confiance en soi, un petit coup de chance de temps en temps et on y arrive. Tu vois, et plus voilà. plus la com que tu files à ton agent, parce qu'en fait, il faut le Oui, rémunérer. oui. Tout à fait. Un agent, voilà, tout à fait, un agent prend. Après, moi, j'estime que si tu veux, moi, un agent, il prend 10% de ce que je touche. D'accord. Ce qui est à peu près le contrat général, banal, en fait, d'un agent, entre 10 et 15%. Moi, j'estime que ça les vaut, dans le sens que grâce à lui, je sais que je suis là, qui m'aide aussi beaucoup, parce qu'en fait, un agent, en tout cas, pour moi, c'est aussi un coach littéraire. Il m'a énormément aidé dans la progression d'écriture. Et si tu veux, toutes les heures qui passent à ça sont, on va dire, gratuites, en fait. Si tu veux, Ouais. tout le travail en amont de relecture, où il t'aide à réécrire, où il t'apprend à te corriger toute seule, tout le travail de rendez-vous pour rencontrer une maison d'édition, signer un contrat, c'est des heures et des heures de travail que tu ne payes pas, en fait. Si tu veux, il ne prend qu'à partir du moment où toi-même, tu gagnes ta vie. Donc, Oui. si tu veux, pour moi, c'est une relation plutôt qui est sympa. C'est win-win. Tu vois, c'est-à-dire que moi, si je gagne, il gagne. Si je gagne pas, il gagne pas non plus. Donc, c'est quand même une sacrée relation. Tu vois, je trouve que c'est quand même très particulier. Et ça fait quoi d'être une femme dans le monde du roman policier et dans le monde de l'édition tout court? Alors, écoute, ce qui est très, 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 très étonnant, c'est qu'en fait, on n'est pas si nombreuses que ça dans le roman policier en tant qu'autrice. Mais par contre, le lectorat est à peu près composé de plus de 80% de femmes. Donc, ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, on va dire que la plupart des lecteurs de romans policiers sont des femmes, mais lisent des romans écrits par des hommes. Donc ça, c'est mon grand point d'interrogation encore aujourd'hui, et je t'avoue que j'ai pas la réponse. Est-ce que en tant que femme, on se sent pas légitime d'écrire un roman, on va dire, assez noir? Et est-ce qu'on a l'impression que ce sont que des policiers de métier qui ont le droit d'écrire? Est-ce qu'on ne permet pas à une femme d'écrire, on va dire, les noirceurs humaines, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des moments, tu écris des chapitres qui peuvent être assez violents. J'ai un peu de mal. Est-ce que les femmes n'osent pas encore le faire? J'avoue que j'arrive pas encore à répondre à cette question. Non, mais C'est un grand mystère encore.
C'est hyper intéressant. Et puis, j'imagine que quand tu vas dans les salons et que donc tu vas à la rencontre de tes lectrices, puisque donc tu me dis qu'il y a Ouais. principalement des femmes, je pense que c'est super parce que tu peux être un rôle modèle aussi et montrer que tu peux être une femme et écrire tous les genres de littérature et pourquoi pas du roman policier. C'est hyper intéressant. Ah oui, tout à fait. Et puis, écoute, après, je pense que ça se développe de plus en plus parce qu'il y a quand même de plus en plus de femmes maintenant que je rencontre en salon, en tant que écrivain. Mais je pense qu'encore, oui, c'est encore un peu timide. Je pense qu'on peut encore un peu plus être présent, tu vois. Mais j'espère que dans les années à venir, tu vois, la balance va s'équilibrer. On en reparle dans quelques années. Ouais, avec plaisir. Il y avait un test qui avait été fait, je crois que c'est une auteure américaine qui avait fait le test en fait d'envoyer son manuscrit en changeant son nom. En fait, elle disait qu'elle était un homme et pas une femme, et elle avait reçu beaucoup plus de réponses positives. Apparemment, c'était plus facile d'être édité quand tu étais un homme que lorsque tu étais une femme, et que les femmes étaient beaucoup plus cantonnées à la chick lit, enfin tu vois, à des types de littérature qui sont très bien aussi, mais où on enferme les femmes aussi dans ces Ouais, catégories. je suis assez d'accord avec toi. Après j'ose espérer que ça va changer et que ça change, mais je suis assez d'accord avec toi. Malheureusement, pour le moment, c'est encore un peu le cas, je pense. Tout à fait. Et donc, tu nous disais tout à l'heure, tu as donc 3 enfants. Oui. Virginia Woolf, elle a écrit un livre qui s'appelle Une chambre à soi, où elle explique justement qu'une femme qui veut écrire, elle a besoin d'un endroit vraiment réservé à elle. Et toi, comment tu gères ça justement avec tes 3 enfants? Comment tu trouves le calme, le temps? Comment tu t'organises? Alors ça c'est encore une grande question. Merci de la poser. Alors aujourd'hui, j'ai pas ma chambre. J'en rêverais d'avoir vraiment ma petite pièce à moi. Je n'ai pas encore l'espace pour ça. Après, c'est pas ça qui m'empêche d'écrire. On va dire qu'aujourd'hui, je suis un petit peu en effet bloquée par les horaires. Donc en effet, j'écris quand mes 3 enfants sont à l'école. Donc j'écris souvent de chez moi. Donc en effet, je suis au calme de 8h30 à 16h30. Après, c'est plus compliqué. Je t'avoue qu'il y a des moments, il y a quand même une frustration parce que quand tu écris, c'est pas la demande. Il y a des moments à 8h30, t'as pas du tout envie d'écrire, t'as pas d'inspiration, voilà, y a pas d'envie. Et puis l'envie peut arriver que le soir tard, à 18h ou à 19h ou à 20h, alors que c'est l'heure des bains et l'heure du dîner. Donc c'est vrai qu'après, c'est pas toujours facile de concilier, on va dire, le côté créatif que demande le métier d'écrivain avec le métier de maman. Après, voilà, je m'en accommode. Si tu veux, j'écris à peu près un roman par an. Donc, s'il y a des moments un peu de frustration, ou tel jour, tu aimerais bien écrire et tu ne peux pas, bon, bah, tu sais qu'après, tu as quand même le jour suivant qui te permettra d'écrire. Et donc, globalement, si tu veux, dans l'année, j'arrive très bien à m'en sortir. Après, c'est vrai que je trouve que moi, j'écris beaucoup aussi la nuit. Moi, je suis insomniaque. D'accord. Donc, voilà, donc j'écris très bien la nuit quand tout le monde dort. Et ça, j'adore. Il y a le silence mais absolu dans la maison. Moi, j'écris sans musique. Hein. J'ai pas besoin de musique. Moi, j'écris vraiment dans le calme absolu. Donc voilà, donc j'écris très, très, très bien, tu vois, à 4 heures du matin. Après, à ce rythme-là, je peux pas tenir non plus longtemps. Bah oui, Donc, j'imagine. voilà. Mais bon, voilà, après, je m'organise. Après, si tu veux, globalement, 8h30, 16h30, c'est quand même tout à fait correct pour écrire. Voilà. En sachant qu'après, voilà, je peux quand même écrire un peu le soir quand tout le monde est couché. Pour être tout à fait honnête, je m'en sors. Je m'en sors quand même pas si mal. Et ton mari, enfin la personne qui partage ta vie, elle te soutient à 100% dans ce projet d'écriture qui te prend en fait, on va dire, 100% de ton temps professionnel. Qu'est-ce qu'elle en pense? Oui, oui. Alors c'est amusant parce que tout le monde s'amuse à dire que mon mari lit un livre par an et c'est celui de sa femme, ce qui est vrai. Je suis pas méchante, hein, c'est vrai, quoi. Le pauvre, s'il m'entend, il va pas être content, mais c'est un peu vrai. Mais non, bah, par contre, j'ai un mari, donc en effet, qui lit pas beaucoup, quoi, qui va lire plutôt des livres de développement personnel ou des magazines professionnels, voilà, challenge, etc. Il n'est pas très roman pur. Après, par contre, non, par contre, c'est un vrai coach. C'est-à-dire que il est très fier de moi. Il me supporte à 250% dans cette envie, dans ce métier passion. Donc, il n'y a aucune astreinte de sa part. Au contraire, dès que j'ai des moments de découragement, c'est le premier à me dire, il est hors de question, tu abandonnes, tu continues, tu es fait pour ça, Ah, c'est reprends-toi en main génial. et continue. Voilà, donc non, là-dessus, vraiment, j'ai de la chance, c'est un vrai coach. Donc, dès que j'ai un petit coup de mou, je lui en parle et 2 heures après, je suis repartie comme en l'an 40. Donc là-dessus, c'est vraiment très, très, très agréable. Et Non, là-dessus, tu une lui vraie fais équipe, lire, une vraie équipe. c'est super. Tu lui fais lire ce que tu écris au fur et à mesure ou pas forcément?
Alors, pas du tout. Alors, moi, quand j'écris, personne personne me lit. Même mon agent me lit pas. Mon éditrice, que c'est une femme, moi, chez Marabout, qui m'édite, qui s'appelle Hélène Gédouin, elle ne me lit pas non plus quand j'écris. En fait, moi, je présente mon manuscrit quand j'estime qu'il est fini. Alors après, ça m'empêchera pas de revenir dessus, de faire des corrections. Bien sûr, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais j'aime donner mes manuscrits à lire quand en gros, les 300 pages sont faites. Et mon mari aime lire mon roman quand il est abouti, c'est-à-dire quand ma maison d'édition a mis le mot fin dessus, qu'on n'y retouche plus, et voilà, quand le roman est vraiment prêt à être publié, on va dire. Et quelles sont tes sources d'inspiration quand tu écris tes romans policiers? Alors, en fait, c'est vrai que j'évolue pas du tout dans le milieu judiciaire. Je ne suis pas non plus dans la police, comme on a vu au début. Donc, c'est vrai qu'on va dire que dans mon quotidien, j'ai pas vraiment une source d'inspiration de ma vie à moi pour écrire des romans. Par contre, après, il y a énormément de sources. Moi, j'écoute énormément de podcasts. Tu as des podcasts qui sont très bien faits, comme On-delà de raconte sur Europe 1, L'heure du crime sur RTL. Et en fait, je découvre des histoires de meurtriers. Et ça, pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration énorme. Ce qui m'intéresse, après, le but, c'est pas d'écrire un fait divers, d'écrire un roman copier-coller d'un tueur en série, mais on va dire que la manière dont les histoires sont racontées, la manière dont les enquêteurs, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement comment les enquêteurs progressent et en fait, avec quel indice ils arrivent à comprendre ce qui s'est passé. Moi, c'est plutôt tout ce chemin-là qui m'intéresse et laquelle je vais me nourrir et qui vont me donner beaucoup d'idées par la suite. D'accord. Voilà. Après, il y a quand même une part d'imaginaire. Après, ça vient aussi de moi, évidemment, pour mes personnages, pour les lieux, etc. Mais voilà. Mais je m'inspire. Après, les personnages, c'est aussi les gens que tu rencontres, les personnalités. Au début, quand j'ai commencé à écrire, je pense que j'ai mis un petit peu trop justement mes amis dans mes romans, mais en cachet. Voilà, donc je m'inspirais quand même pas mal de caractères. Le problème, c'est que quand tes amis se découvrent, c'est pas toujours facile à assumer parce que t'écris pas toujours des choses qui leur font plaisir. T'as peut-être des traits de caractère que tu grossis, donc voilà. Donc là, j'ai arrêté ça. Vraiment, je pense qu'au début, tu vois, quand j'ai écrit mes premiers romans, il y avait beaucoup de petits clins d'œil de ma vie perso. Donc les gens qui me connaissent très bien, ça leur faisait un petit peu bizarre parce que bon, voilà, mon mari trouvait, mais ça, c'est moi qui le dis d'habitude, mais ça, c'est notre restaurant, mais c'est là où on a habité, mais ça, c'est notre banque, mais voilà. Et c'est humain en plus ça, parce que Ouais, je crois que c'est commun à tous les premiers romans, c'est bien sûr. sans t'en rendre compte, tu mets forcément des choses que tu connais et c'est pas du tout intentionnel. Et je trouve ça très dur de se détacher de ce côté. Tu mets forcément des choses que tu as connues. Je pense que ça vient avec l'expérience de pouvoir te détacher et d'inventer réellement des personnages. Mais tout à fait. Alors, juste pour le petit clin d'œil quand même, j'ai tous mes enfants, pratiquement il m'en manque un, qui sont cités dans mes romans. Tu vois, Alexandre, c'est mon héroïne qui est commandante à la crime au 36. Tu la vois dans 4 romans déjà. Et en fait, c'est le prénom de ma petite fille. D'accord. Voilà. Et donc, justement, comme elle a 4 romans pour elle, où elle est l'héroïne, j'ai mon fils aîné, Com, qui a 11 ans, qui a dit, maman, t'es bien gentille, mais je suis là aussi. Donc là, je demande, voilà. Donc, merci de m'écrire un rôle. Alors, au début, je voulais le mettre dans mon 4e roman, mais il avait le rôle du méchant, du meurtrier. Donc là, j'ai mes parents qui ont lu mon roman, qui ont dit, non, c'est pas possible. Ton fils Com, tu lui donnes pas le rôle d'un serial killer. Donc, j'ai dû changer tout mon roman avec ce prénom. Et par contre, dans le 5e, donc dans Je pensais t'épargner, là, celui qui vient de sortir, justement, il y a un Com qui apparaît, qui est un jeune flic, un jeune bleu qui vient d'arriver dans l'équipe d'Alexandre, justement, et qui a un rôle d'un gentil de 26 ans qui apprend le métier, qui est adorable. Et donc, voilà, donc là, c'est mon rôle de Com. Et donc, maintenant, j'ai mon 2e fils, Augustin, qui dit, bon, maman, maintenant, c'est mon tour. Donc, voilà, tu sais ce qu'il me reste à faire pour mon prochain roman. Et voilà. Quel conseil tu donnerais à une femme qui veut écrire un roman policier? Alors déjà, je lui dirais, en effet, lance-toi, n'aie pas peur. On a tous le syndrome de l'imposteur en soi. Je pense que c'est très féminin en plus. On se dit, voilà, je suis pas flic, je suis pas juge, j'ai aucune raison d'écrire un roman noir. Moi, j'estime qu'au contraire, une femme a une sensibilité. Et souvent, ce qu'on dit que dans un roman policier écrit par une femme, c'est que la psychologie des personnages est très, très bien développée. Donc, je pense qu'on peut apporter ça à nous dans un roman policier, c'est la psychologie du personnage. Donc déjà, je dirais à cette personne, déjà, lance-toi. Ce sera peut-être pas parfait tout de suite, mais j'ai envie de dire, l'écriture, c'est un peu comme la guitare, c'est comme le piano, c'est comme le ski. Plus on pratique et plus on prend confiance en soi et mieux on y arrive. Donc, tant qu'on n'écrit pas, on peut pas savoir
voilà, jusqu'à où on arrivera à aller. Donc moi, j'ai envie de dire, lancez-vous. Donc déjà, commencez à écrire. Après aussi, un deuxième conseil que je donnerais, c'est il faut s'entourer de bonnes personnes. Moi, je trouve que écrire, c'est un métier assez solitaire. On est vraiment seul devant son écran d'ordinateur, devant sa feuille blanche. Mais on sait aussi que ce sera pas parfait. Il faut pas avoir peur de s'entourer de bonnes personnes, dans le sens que il faut être apte à la critique. Il faut savoir qu'une critique peut être, si elle est négative ou positive, est toujours constructive. Et moi, je suis affolée. Je trouve que de temps en temps, il y a des auteurs qui pourraient aller au-delà de là où ils sont, mais qui ne supportent pas qu'on leur fasse des retours. Moi, je trouve au contraire que je n'ai jamais aussi bien écrit que depuis que j'accepte justement un agent qui me dit là-dessus, il faut que tu réécrives, là-dessus, c'est pas bien, tel personnage n'est pas assez développé. Donc, je pense qu'il faut s'entourer de bonnes personnes et ne pas avoir peur d'être critiqué et d'apprendre des autres aussi, de ses lecteurs. Ça, c'est le deuxième conseil que je donnerais. Et le troisième, ce serait de se dire, oser aller voir une maison d'édition, même si c'est pas toujours facile d'avoir les plus grandes au départ. Il existe énormément de maisons d'édition régionales qui sont très très bien, qui ont vraiment une force de frappe énorme, avec des éditeurs derrière qui font un sacré bon travail. Il n'y a pas de honte à commencer, on va dire, par la petite porte. Moi, personnellement, j'ai commencé par l'auto-édition. Ça m'a pas empêché de signer avec Marabout 4 ans plus tard. Donc, il n'y a pas de parcours magique, il n'y a pas de carrière magique. Moi, je pense que la persévérance, l'envie, la passion fait tout. Donc pour toi, c'est la recette du succès, persévérance, envie. Ouais, la passion, envie, passion. Et je pense que quand il y a une envie, quand il y a la passion derrière, on ne triche pas et le lecteur le ressent. Qu'on a écrit ça avec ses tripes. Et je pense que ça se ressent. Et si le lecteur le ressent, il sent une sincérité. Et au final, cette sincérité sera payante à terme. Voilà. Donc, moi, je pars du principe. Moi, j'ai toujours écrit avec mes tripes. J'ai fait, comme on disait dans mes premiers romans, on va dire le côté personnel est encore plus présent. Et je le cache peut-être plus aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quand même une part de moi dans chacun de mes personnages. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile le métier d'écrivain. Il y a des jours où voilà, tu vas te prendre une claque parce que tu vas avoir une critique littéraire qui va être assez violente. Pas toujours facile, mais bon, c'est la vie. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu t'exposes au public, que tu sois peintre, auteur, écrivain, même entrepreneur, voilà, tu auras toujours des gens qui seront là pour te critiquer. Et ben, c'est pas grave. Il faut quand même voilà, se reprendre en main, dire que tu peux apprendre de ces critiques-là et ça veut pas dire que c'est fini. Il faut toujours continuer. Et en effet, je pense que la persévérance est le mot-clé. Et le mot-clé de toute réussite, mais quel que soit le métier, par contre. Ouais. Et puis savoir mettre son ego de côté, je pense que c'est… Exactement. Ouais. Et donc, mettre son ego de côté. Ton dernier roman, Je pense être épargné, est sorti en mars dernier. Est-ce que tu as les chiffres un peu? Est-ce que tu es contente? On dit souvent que les écrivains répondent à leurs proches, arrêtez de nous demander les chiffres, on ne sait pas combien de livres on vend. Est-ce que c'est vrai? Eh ben, c'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas une légende urbaine, alors. Ce n'est pas une légende urbaine. Non. Alors, idéalement, on peut quand même, si on veut vraiment, on pourrait avoir ces chiffres semaine par semaine. Maintenant, si tu veux, les chiffres qu'on reçoit sont pas spécialement non plus vraiment justes. C'est vraiment des tendances. Donc, en fait, tu sens si tu vends mieux d'une semaine à l'autre, etc. Mais t'as pas le chiffre clé en main. C'est pas le vrai chiffre. Parce que tu as tellement de circuits de distribution différents entre les sites web, le numérique, les libraires, etc., qu'avoir le chiffre clé, tu l'as pas. Tu l'as vraiment qu'en fin d'année. Alors, c'est vrai que c'est assez frustrant parce qu'en fait, tu n'as pas vraiment une idée de tes ventes. Après, tu le ressens par rapport aux critiques qui pullulent, on va dire, plus ou moins sur Internet. Donc ça, c'est quand même, voilà, plus tu as des critiques, plus tu as des retours de lecteurs, plus tu te doutes qu'il y a quand même des gens derrière qui le lisent. Ouais. C'est plutôt un bon signe. Bon, après, bien sûr, entre nous, si tu exploses les chiffres, ta maison d'édition t'appelle et te prévient quand même. Donc le jour où ta maison d'édition t'appelle en plein milieu d'une semaine, c'est que les chiffres ont été très, très bons. Donc, si vraiment tu exploses les ventes, tu le sauras. Mais on va dire qu'au quotidien, t'as pas vraiment une idée de tes chiffres. Non. Ce qui est frustrant et en même temps, ce qui est peut-être pas plus mal, c'est peut-être aussi une manière pour nous de se protéger. Parce que c'est pas toujours facile, tu peux un peu te décourager ou au contraire être en train de jubiler parce que tu as fait une semaine avec un super chiffre. Et puis bon, après, la semaine d'après, ça chute parce qu'il y a eu les vacances, parce que les gens sont partis en week-end, parce que voilà, on sait pas. Ou tu as eu le confinement avec le Covid qui ferme toutes les librairies. Donc ça, on a eu une année difficile l'année dernière aussi pour ça. Ouais, tout à fait. Mais voilà, non, mais moi, je préfère même pas trop suivre mes chiffres à semaine parce que déjà, j'écris pas pour ça. Enfin, même si, évidemment, j'aimerais vivre de ma plume, on est bien d'accord. Mais ce qui m'intéresse le plus avant, c'est le retour pur du lecteur. Tu vois, la critique qui sort sur Amazon, qui sort sur Babelio, voilà, ou sur un Instagram. Voilà, c'est ça. Moi, c'est mes petits coups de cœur que je reçois tous les jours quand je reçois un retour positif. Voilà, moi, je marche à ça. C'est un peu ma came. Qu'est-ce que tu dirais à la Petroni d'il y a 5 ans?
Oula, en fait, si tu veux, il y a 5 ans, je n'arrivais pas encore à dire aux gens que j'étais écrivain. J'écrivais mes livres, mais pour moi, c'était un hobby. J'avais pas à me présenter, tu vois, dans un salle, quoi. Tu vois, dans un dîner, quand on me disait qu'est-ce que tu fais, je disais encore, je cherche du travail. Ouais. J'avais pas à me dire, j'étais écrivain. Il y a 5 ans, je le dirais, je pense que je ferais exactement le même parcours, donc je le dirais, crois en toi, continue, oui, persévère, tu vas y arriver. Voilà, continue, crois en toi. Mais je peux encore me le dire, hein. Je t'avoue, entre nous, je me le dis encore tous les jours, hein. T'as bien raison, t'as bien raison. Voilà. Quel genre de fille es-tu, Pétronie? Écoute, je suis quelqu'un d'assez extraverti, que j'adore, justement, tu vois, j'adore les salons et ça me manque énormément, parce que j'adore rencontrer des gens, j'adore rencontrer mes lecteurs. Donc ça, c'est vrai que j'ai hâte de reprendre le chemin des salons, voilà, de rencontrer des gens. Après, je suis quelqu'un de dynamique, je pense que ça se ressent dans ma voix. Voilà, je suis quand même aussi une femme qui doute beaucoup d'elle, parce que justement, c'est un métier qui n'est pas toujours facile. On parlait souvent, tu vois, du syndrome de l'imposteur. Ça, je l'ai ressenti énormément. Je le ressens encore de temps en temps. Ça dépend un petit peu avec qui je me retrouve en face. Tu vois, quand je suis en face d'un grand écrivain que j'admire et qui vend énormément de livres, il y a des moments quand je suis assise à côté de lui en salon, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Ouais. Mais bon, ça passera. Et un jour, je serai à l'aise avec tout ça. Et puis ça, c'est tellement féminin de se comparer aussi, en fait, sans s'en rendre compte. Tu te compares, en fait, à la personne qui est en face de toi, alors que c'est pas parce elle écrit peut-être des bouquins qui se vendent, mais ça détermine pas la valeur de son travail ou de ce qu'elle est, tout simplement, en fait. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que maintenant, plus je fais de salons, plus je rencontre du monde, plus je me dis, voilà, t'es légitime, chacun a son lectorat différent. En plus, moi-même, en tant que lectrice, c'est vrai que quand tu lis un tel, tu vas pas chercher spécialement la même chose que quand tu vas lire un autre auteur. Donc, c'est vrai que je pense qu'en effet, chaque auteur, quel que soit son genre, a une petite pierre à apporter à l'édifice, tu vois, dans l'évasion quand tu lis. Donc, mais t'as raison, oui, en effet, mais j'y travaille de plus en plus. Alors, je vais y arriver. Je vais y arriver. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Et de réussir, hein, voilà, on va dire de réussir et puis de continuer, de réussir. Et alors, si, ce qui me toucherait vraiment à cœur, mais c'est d'avoir un prix littéraire. Ça, je pense que c'est une vraie reconnaissance pour moi. Mais voilà, écoute, là, je suis en lice pour quelques prix, donc on croise les doigts et j'espère un jour avoir une récompense, tu vois, une récompense de mes pairs. Écoute, Voilà, je pense que ce serait. moi aussi, je croise les doigts pour toi. Et puis, merci pour ton temps et merci d'avoir répondu à mes questions. Bah, ça m'a fait très plaisir. J'ai pas vu le temps passer. Merci beaucoup, Anna. Au revoir, Pétronie. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Filles, suivez-moi @Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!